Bonsoir Michel Onfray, c'est un grand plaisir de se retrouver ensemble une fois de plus et c'est un grand plaisir aussi de présenter Front Populaire, le 4e numéro, à tous nos amis abonnés de Front Populaire, mais aussi tous les autres qui pourraient bien devenir abonnés de Front Populaire. Nous avons décidé pour ce 4e numéro de Front Populaire de parler de l'immigration, des immigrations avec un S, ça a son importance, on y viendra. Éviter le naufrage, c'est le sous-titre de ce 4e numéro de Front Populaire. Les sujets traités sur 160 pages sont très nombreux. Mineurs isolés, les différentes vagues migratoires, les déséquilibres nord-sud, la précarité sociale, l'insécurité culturelle, l'assimilation plutôt que l'intégration. On va y venir tout au long de cette soirée. Michel Onfray, vous allez nous expliquer pourquoi avoir choisi ce thème. Mais ce que je vous propose, c'est de découvrir d'abord la bande-annonce de ce 4e numéro de Front Populaire, Immigration avec un S. Alors, Céline Pina nous a rejoint. Bonsoir Céline, nous allons parler ensemble des idées reçues sur l'immigration, sur les immigrations. Mais un petit mot de Michel avant. Pourquoi avoir choisi de parler de ce thème et de briser ce tabou, puisque c'est vrai que c'est un sujet qui est souvent interdit dans les médias? Oui, enfin, c'est interdit dans les médias ou alors traité toujours de la même manière. C'est-à-dire à droite, on dit « ah là là, c'est une chance ». À gauche, c'est une chance, et à droite, on nous dit c'est une malchance, une catastrophe, etc. On a Mélenchon d'un côté qui nous dit vive l'immigration, tout ça est formidable, l'immigration existe depuis toujours, c'est la santé, la vitalité, le sang neuf, allons-y, et vive l'islamo-gauchisme. Et puis de l'autre côté, on a une droite qui nous dit oh là là, c'est catastrophique, toute immigration est mauvaise, restons entre nous, petits précarés, etc. Front Populaire, on s'est dit mais ni ça, mais autre chose. C'est pourquoi il y a un S à immigration. On ne peut pas essentialiser l'immigration en disant l'immigration, ça a toujours existé. Regardez, il y a eu les Vikings. Regardez, il y a eu des Portugais qui sont venus travailler en France, des Italiens, des Polonais, etc. C'était juste une façon de dire resserrons, il y a des immigrations. Lesquelles sont des chances, lesquelles sont des malchances. Parce qu'il y a les deux. C'est une chance quand effectivement on a du génie, du talent, de l'envie, des gens qui nous disent j'aime la France, je viens pour ça, contribuer à l'effort de guerre national français, je dirais. Et là, en ce sens, effectivement, c'est une immigration qu'il faut aider, rendre possible, désirable, etc. Et puis, il y a une autre immigration qui est faite par des gens qui disent on n'aime pas la France, on n'aime pas la civilisation judéo-chrétienne, on n'aime pas l'Occident, on vient là parce qu'on a juste envie de transformer ce monde dans un autre monde dans lequel on serait vraiment chez nous, dans lequel les Français ne seraient plus chez eux, etc. Donc, dans cette configuration-là, quand on a vraiment repensé le S d'immigration et qu'on a le sous-titre qui est éviter le naufrage, on se dit il y a deux naufrages, il y a le naufrage des gens qu'on a vus sur ces images terribles, c'est pas pensable qu'on laisse faire, que des gens meurent aujourd'hui dans la Méditerranée, que ce soit une mer qui soit aussi un cimetière, et puis il y a aussi le naufrage d'une nation, d'un pays, d'un peuple, c'est une question de civilisation. Et à Front Populaire, on a le sens de la civilisation, c'est-à-dire on est capable de penser pour 100 ans, pour 1000 ans, et de se dire quelle France veut-on pour les 100 ans qui viennent, ou quelle France veut-on encore pour les 1000 ans à venir. Alors justement, pour commencer, vérifions quelques vérités et justement idées reçues sur l'immigration. Vous êtes attelé à cette contribution. Céline, merci beaucoup. Alors, il faut d'abord que je dise... Peut-être qu'il faut prendre le micro pour commencer. On vous entendra mieux. Pour commencer, Stéphane, il faut d'abord dire que je n'ai pas travaillé toute seule. Je voudrais vraiment remercier Maxime Lenagar qui a travaillé avec moi. C'était un moment où je terminais un livre et sans Maxime, ça aurait été très compliqué. Et aussi
Patrick Stefanini qui a écrit un livre remarquable sur l'immigration, truffé de références, de chiffres, d'explications de ces mêmes références et sur lequel nous nous sommes aussi appuyés. Donc il faut rendre hommage à ces deux personnes. D'accord. Alors, si vous en êtes d'accord, moi j'ai commencé par découvrir quelque chose, c'est que la France était devenue, depuis quelques années, le premier pays demandeur d'asile en Europe. Oui, et c'est très étonnant parce que rappelez-vous le procès qui a été fait à la France justement au moment de la vague des réfugiés syriens où on a beaucoup reproché à la France de ne pas prendre sa part. En fait, ce n'est pas exactement le cas. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est à peu près un peu plus de 120 000 demandeurs d'asile qui sont accueillis, en tout cas qui déposent leur demande en France, et de nombreux sont accueillis, et la France fait tout à fait sa part en ce domaine. D'accord. Michel, vous saviez que la France était devenue le premier pays des demandeurs d'asile en Europe? Je le sais pour avoir lu Front Populaire, Ouais, mais précédemment, je ne le savais pas. Ouais. Alors, il y a des idées reçues que l'on entend souvent. La vague migratoire actuelle serait, selon certains démographes, moins importante que celle des années 60. C'est-à-dire qu'on a entendu dire, oh, finalement, ça n'a pas changé depuis les années 60, on prend à peu près le même nombre de nouveaux entrants en France. Alors, entre 1960 et 1966, on a à peu près accueilli un peu plus d'1 275 000 personnes en France. Aujourd'hui, on est à peu près sur des rythmes qui sont 250 à 270 000 personnes accueillies par an. En tout cas, c'était ce qui était le cas les 2 dernières années où on a eu des remontées statistiques. Si on étale ça sur 6 ans, on est quand même plutôt supérieur à ce qui se passe dans les années 60. Et vous avez, puisque j'ai bien lu votre article, 600 000 sans-papiers. D'ailleurs, il y a une manière de calculer ce nombre de sans-papiers en France qui est assez intéressante. Il y aurait 600 000 sans-papiers donc, qui sont donc des clandestins, donc c'est très difficile à chiffrer. Donc il y aurait ces 600 000 clandestins supplémentaires aux régularisations qu'il y a chaque année. En fait, on a un reliquat assez important. Après, c'est forcément une estimation. Quand les gens sont clandestins, vous ne pouvez pas avoir d'estimation exacte. Mais on sait qu'on a un reliquat assez fort et même parfois que ces gens, en l'occurrence, ne sont à la fois ni intégrables ni expulsables. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des gens qui, de par leur statut, ne peuvent pas s'intégrer en France, autrement dit trouver un travail, et en même temps ne sont pas expulsables parce qu'ils vont être parents d'enfants français ou qui seront dans une situation très particulière. Oui, c'est-à-dire que ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on peut détruire ces papiers, se retrouver donc non expulsable, mais avoir aucune chance de s'intégrer. Et c'est tout à fait ça. En fait, on a un vrai souci, c'est-à-dire qu'il y a des décisions d'expulsion qui sont prononcées chaque année. On pense que 96% ne sont pas exécutées. Donc en fait, l'exécution des décisions d'expulsion serait à peu près autour de 4%. On a fait une étude il n'y a pas très longtemps qui portait sur 74% des décisions d'expulsion et on s'est rendu compte que seuls 6% avaient été exécutées. Si on prend la totalité des décisions, les chiffres sont encore plus basses. Il se trouve que ça explique aussi pourquoi la France est en termes de demande d'asile l'une des premières destinations. C'est que le fait qu'on puisse être en France absolument pas expulsable est tout à fait connu et explique aussi pourquoi les choix aujourd'hui s'orientent vers la France, par exemple. J'imagine que c'est une situation quand même un peu nouvelle dans la France des années 70 ou même antérieurement, quand on n'avait pas de papier, ça m'étonnerait qu'on pouvait rester très très longtemps sur le territoire. Effectivement, on était un petit peu plus efficace, mais on n'avait pas autant d'arrivées. Le regroupement familial n'avait pas été mis en place. Alors justement, c'est une des idées reçues que l'on vérifie. Le regroupement familial serait marginal dans les nouveaux arrivants. En fait, ce serait un chiffre pas très important. Alors en fait, pas du tout. Autant effectivement, dans les années 60, on a une vraie immigration de travail qui arrive, autant aujourd'hui, l'afflux majeur de population est lié justement au regroupement familial, beaucoup plus qu'à une immigration de travail ou même d'études.
D'accord. Michel, vous vouliez réagir à ces... On a d'autres idées reçues Non, à non, mais vérifier. au contraire, je trouve que c'est un bon travail que de ramener les faits en disant mais il y a de l'idéologie, beaucoup d'idéologie, on est dans la grande logique de Rousseau, commençons par écarter les faits. Moi, je pense à l'inverse qu'il faut commencer par aller voir les faits. Et là, il y a vraiment, comme on dit, matière à penser. Oui, c'est ce qu'on a voulu faire à Front Populaire, c'est repartir du réel, c'est-à-dire se pencher sur la réalité de terrain et puis après ce que l'on peut en faire. Mais il faut commencer par s'occuper de la réalité de terrain. Troisième idée reçue, les immigrés sont moins instruits que le reste de la population. Alors, pas forcément. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, par rapport à la population de leur pays, ce sont rarement les plus pauvres qui immigrent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quelque part, il faut déjà pouvoir se projeter. Et au-delà de se projeter, il faut pouvoir se payer le voyage. Et je vous garantis que les passeurs ne sont pas des gens, voilà, et ne sont pas des gens très généreux. Donc, ils ne vous feront pas de cadeaux. Ce qui veut dire quand même que la personne qui part a déjà un certain niveau, au moins financier, donc en règle générale, une forme d'éducation. Donc, ce ne sont pas les plus pauvres qui émigrent. Ensuite, quand c'est une émigration qui est liée aux études, forcément, ça va être des gens déjà formés qui vont encore plus se former, qui vont venir en France. Sur l'immigration de travail, on est assez exigeant. En général, on aime bien recruter plutôt des ingénieurs, plutôt des médecins, etc. Le problème, c'est que ça signifie aussi qu'on ampute un certain nombre de pays des personnes les plus intelligentes et les plus cultivées, donc qui pourraient tirer ces pays vers le haut, alors que nous, on va peut-être pas forcément leur donner autant de perspectives qu'elles auraient pu en trouver par ailleurs. Ensuite, ce dont on se rend compte, c'est qu'on peut aussi avoir des différences en fonction de l'origine quant à quant à la réussite scolaire, par exemple. Il y a des choses très étonnantes. Les Asiatiques réussissent très très bien à l'école. Pourquoi ? Pas forcément parce qu'ils ont des cerveaux plus performants que les autres, mais notamment parce que les parents investissent énormément l'école. Pour eux, aller à l'école, bien se tenir, avoir de bonnes notes est très important. Et on en arrive jusqu'au point où, par exemple, aux États-Unis, si vous êtes asiatique, vous avez vous savez, des points de pénalité voilà. dans les concours d'entrée. Exactement, parce qu'on estime que vous êtes avantagé intellectuellement. Ouais. Ça vous donne une idée. Par exemple, nous, en France, la communauté qui réussit le moins, qui investit le moins l'école, ça ne veut pas dire pour autant que ces enfants, justement, ne font pas autre chose, mais c'est la communauté turque. On va beaucoup plus la retrouver dans la vie active relativement jeune, mais c'est aussi lié souvent à des représentations. On investit moins l'école, on va investir beaucoup plus le fait de rentrer tôt dans la vie active. Une dernière différence extrêmement importante sur la réussite des enfants d'immigrés à l'école est liée au niveau de la mère. Plus la mère est instruite et plus la mère est autonome et plus les enfants réussissent à l'école. C'est important. J'ai vu dans Front Populaire, j'ai eu de bonnes lectures, que par exemple les Sénégalais avaient un niveau d'instruction plus important que les autres Africains, entre guillemets. Alors, après, tout dépend, bien entendu, qu'un pays qui va aussi énormément investir sur sa jeunesse, développer ses structures éducatives, en fait, ce qu'on va retrouver en France, ça va être le fait justement qu'un pays comme le Sénégal a investi plus massivement que les autres sur l'éducation. En bout de chaîne, on le retrouve aussi sur l'immigration. Eh oui. La France est souveraine en matière de politique migratoire. Ça, on entend dire ça. Après tout, on pourrait décider de faire autrement et on y arriverait bien. Alors, c'est pas si simple. C'est une compétence partagée avec l'Union européenne. Une compétence partagée, ça veut dire que finalement, quand l'Europe ne légifère pas, c'est aux États de prendre leurs responsabilités. Sauf qu'aujourd'hui, la Cour de justice de l'Union européenne s'intéresse énormément à ce type de sujet et peut donc mettre des freins aux positions et aux choix faits par certains pays. Ouais.
Là-dessus, on peut réagir, Michel, parce que c'est quand même un problème aujourd'hui de partager la décision. Je pense notamment à toutes les décisions de la Convention européenne des droits de l'homme qui parfois mettent un sacré coin dans la souveraineté française. Oui, ça justement, c'est effectivement la question du souverainisme, de l'articulation du souverainisme et de l'immigration. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus décider de notre immigration. Nous ne pouvons plus décider de notre monnaie, nous ne pouvons plus décider de notre politique. Il y a un moment donné où effectivement on peut retrouver le propos gaullien, en se disant, ou le gaulliste, en se disant mais qu'est-ce qu'on veut pour la France finalement? Est-ce qu'on a un projet pour la France? On n'a pas le droit d'avoir un projet pour la France. Il faut avoir d'abord un projet pour l'Europe. Et l'Europe, elle a d'abord un projet pour le monde. On sait très bien que si on va un peu en longue durée, je dirais le propos n'est pas de construire Maastricht juste pour construire Maastricht. Il s'agit de construire Maastricht pour détruire les nations, les peuples, les civilisations, les cultures. Il s'agit de diluer tout ça dans une espèce d'acide maastrichtien. Et puis après, quand on aura obtenu une espèce de clone des États-Unis, de ce qu'il y a de moins intéressant aux États-Unis, eh bien, on pourra faire une espèce de grande machine planétaire qui vise à un horizon lointain à fabriquer une civilisation transhumaniste dans laquelle on aura finalement le projet d'Orwell. Sur le terrain politique, ce sera 1984, et sur le terrain de la bioéthique, ce sera le projet d'Huxley, ce sera le meilleur des mondes. Donc évidemment, si les gens ne voient pas la longue durée, ils ne peuvent pas saisir pourquoi l'Europe veut autant une immigration générale, généreuse, totale. Elle ne met pas d'aise, l'Europe maastrichtienne, à l'immigration. Toute immigration est bonne parce qu'effectivement, la partie négative de l'immigration, c'est-à-dire des gens qui disent mais on a juste envie de tout détruire et de s'installer, etc., ça c'est formidable pour eux. Formidable puisque c'est un agent destructeur de tout ce qui est nation, culture, etc. Et on voit les mêmes nous dire écriture inclusive, détruisons l'orthographe, le style, la grammaire, la syntaxe, détruisons la question du genre, plus d'hommes, plus de femmes, etc. On a une espèce de gloubi-boulga idéologique, langagier, tout est possible et pensable. Et on dit, voilà, quand la Terre sera une, on aura un grand marché, et c'est ça qui sera formidable. De sorte qu'on a une espèce d'alliance entre l'immigration maastrichtienne et la fabrication d'une planète qui serait un supermarché. Il faut se méfier de ceux qui nous disent qu'à l'échelle européenne, on va pouvoir régler le flux migratoire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de volonté politique non plus de régler les flux migratoires à l'échelle européenne. On comprend pourquoi Frontex n'est pas plus efficace dans ses missions, pourquoi les 3000 îles grecques ne sont pas plus surveillées que cela. En fait, c'est derrière tout ça, il y a quand même une idéologie. Il y a une question qui m'étonne toujours, moi, mais pourquoi est-ce que la CGT pense la même chose que le MEDEF sur ce sujet? Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon et Georges Soros sont d'accord? Pourquoi est-ce que la gauche, l'extrême gauche, l'ultra-gauche se retrouvent exactement sur les mêmes positions que le patronat planétaire, international, etc. Pourquoi est-ce que les gens de Davos pensent la même chose que Sud et on se dit mais il n'y a pas un truc là qu'il faudrait interroger? Il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait soulever comme genre de lièvre en disant pourquoi ont-ils un intérêt commun? Effectivement, on voit que la gauche, pour le coup, cette gauche-là du moins, c'est l'idiote utile du capital et du capitalisme. C'est-à-dire que les uns pensent qu'on va universaliser le socialisme, mais c'est le capitalisme qu'on va universaliser. Il est déjà et les salaires bas. Et effectivement, l'espèce de dumping social, dumping culturel, enfin dumping de manière générale, tout tombe, tout baisse, etc. Pas besoin de culture, pas besoin d'intelligence, pas besoin de raisonnement, pas besoin de droit du travail. On voit aujourd'hui, avec le Covid, comment l'ubérisation fait la loi. L'ubérisation, c'est pas compliqué, c'est l'incompétence. La généralisation de l'ubérisation, c'est la génération de l'incompétence. C'est la disparition de l'expertise. Du savoir-faire, de l'expertise. Il y avait des expertises, mais ça veut dire aussi bien du chauffeur de taxi que des gens qui aujourd'hui sont quasiment des hôteliers parce qu'ils ubérisent leur maison pour se transformer en hôtel. Absolument. Alors, je reviens à vous, Céline. Le taux d'éloignement des déboutés du droit d'asile est faible. Alors ça, on l'a déjà un petit peu dit, mais vous avancez un vrai dernier chiffre officiel en notre possession, grâce à ce numéro de Front Populaire, qui date de 2013. En fait, 6,8% seulement des gens, après examen de leur situation qui serait réputés donc illégaux et clandestins et irrecevables, eh bien, sont reconduits vers leur pays d'origine. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ça fait de la France un véritable effet d'aubaine. Autrement dit, c'est pour ça que en termes d'asile politique, les gens demandent massivement la France, c'est parce qu'ils savent que même si ça tourne mal, être expulsé est très compliqué.
Ce que ça pose comme problème, c'est quand vous avez un reliquat de gens qui sont à la fois ni intégrables ni expulsables, il faut quand même bien que ces personnes-là vivent. Et donc, vous allez mettre des gens dans une situation de marginalité qui font que, de toute façon, hormis la délinquance, le trafic, l'économie grise, vous n'avez pas beaucoup de chances de savoir ce que deviennent les gens qui sont sur votre territoire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce que vous allez avoir une société tolérante si, lorsque vous avez un drame, vous vous rendez compte que la personne, ce qui est arrivé il y a quelque temps, notamment dans des affaires de terrorisme, où on avait des personnes qui étaient expulsées ou expulsables depuis 2 ans ou 3 ans et que l'on retrouvait en train de commettre un acte barbare. Tout ça, ça met les gens extrêmement en colère. Et la vraie question, c'est que quand vous interrogez des responsables politiques en leur disant, bon, très bien, on est dans une situation comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que finalement nos lois aient un sens? C'est-à-dire si on en arrive à ne plus pouvoir contrôler qui s'installe chez vous et que fait les gens qui sont installés chez vous, c'est quand même un petit souci. Et en fait, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que l'on va vous répondre des choses on va vous dire oui, mais ceux qui détruisent leurs papiers, de toute façon, on ne peut pas créer d'apatrides, donc on ne peut pas les expulser. Et surtout, on va vous expliquer que beaucoup de pays ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. Et pour qu'ils les récupèrent, il faut que nous négocions avec eux et il faut que nous passions des accords, que nous leur donnons un petit peu d'argent. Après tout, pourquoi pas ? Un bon accord international, il faut bien que tout le monde y trouve son compte. Souvent. Oui, mais malheureusement, les accords que l'on passe ne sont pas forcément toujours exécutés. On a enfin un dernier problème qui est que toute une partie de notre immigration ne passe pas par nos lois, celles qui sont votées en tout cas au sein du Parlement, mais sont liées à d'anciens accords que nous avons faits avec les pays où nous avons été colonisateurs. Et ces accords-là, très souvent, ont été... il y a quelque chose qui est très intéressant. Imaginez, par exemple, l'Algérie, grande guerre pour se débarrasser des colons, et qu'est-ce qui se passe? Mais moins de quelques années après l'indépendance, vous vous rendez compte qu'une partie de vos ressortissants veulent aller chez l'ancien colon. C'est très dur pour l'Algérie en tant que pays. Et l'Algérie va négocier avec la France. Et en fait, ils vont négocier une fiction en disant, en fait, ces gens-là, ils ne viennent, mais ce n'est que temporaire. Ils ne resteront pas en France. D'où le fait qu'il n'y a aucune structure d'accueil, il n'y a aucune exigence d'intégration posée, il n'y a aucune formation, il n'y a aucune exigence vis-à-vis, par exemple, des femmes. Et tout cela va se retrouver 30, 40 ans après. Et surtout, on va tenir un discours en expliquant que ces gens ont vocation à retourner dans leur pays. Ce qui veut dire que vous avez des enfants qui grandissent avec des parents qui investissent tout l'argent qu'ils gagnent en France au bled, qui se privent pendant toute l'année pour pouvoir ensuite éblouir tout le monde au bled, et qui ont donc une vision de la France comme un endroit dans lequel finalement la vie est dure et compliquée, et de leur pays d'origine comme un endroit où quand on y va, on flambe. Et en fait, ils sont ni de France, ni d'Algérie, ils sont ni pauvres, ni flambeurs, ils ne savent plus du tout où ils habitent, mais cette absence, en fait, quelque part, à un moment donné, il faut choisir dans quel pays on va grandir, on va élever ses enfants et on va s'inscrire. Et bien, à cause de cette fiction, on a empêché des générations entières de savoir où elles habitaient. Ça explique aussi un certain nombre de violences que l'on connaît aujourd'hui. Je voudrais signaler d'ailleurs que dans Front Populaire numéro 4, donc sur la question de l'immigration, on a une excellente contribution de Boualem Sansal sur la guerre d'Algérie. Est-elle vraiment finie? Se poser la question, c'est déjà un peu y répondre, comme disaient d'aucuns. Alors, 6e idée reçue, il y en a beaucoup d'autres que vous découvrirez dans ce 4e numéro. Le grand remplacement est une notion d'extrême droite. Ça, on l'entend beaucoup, le grand remplacement. Si vous avez ce mot à la bouche, c'est que vous êtes d'extrême droite. Oui, à tel point d'ailleurs qu'on fait très très attention à ne jamais l'employer, que ce soit avec grand devant ou simplement remplacement. C'est une notion qui est devenue incandescente et qui vous carbonise, c'est-à-dire vous l'utilisez, vous êtes mort socialement. Et en plus, vous avez un certain nombre de prédateurs qui ne vous lâcheront pas. Ce qui est assez amusant, c'est qu'en fait, la première fois que la notion apparaît, c'est dans un texte tout à fait officiel, c'est dans un rapport de l'ONU dans les années 2000. La notion va être reprise, et elle va être reprise telle qu'elle a été utilisée d'ailleurs dans ce rapport de l'ONU,
par Renaud Camus. Et Renaud Camus qui la reprend parce qu'à l'époque, il fait acte d'une insécurité culturelle extrêmement forte et pour le coup de la peur de voir, c'est au-delà du remplacement ethnique d'une population, c'est la fin d'une civilisation. Voilà. Et Renaud Camus va être extrêmement attaqué, il va être envoyé au fascisme, à l'extrême droite, et tout le monde va très vite comprendre que sur ces sujets-là, il ne faut pas s'exprimer, et que si vous êtes de gauche, l'hallali est lancé. Et de toute façon, quand on est de gauche, on évite de s'exprimer sur l'immigration déjà, ce qui évite, avant d'en arriver à oser employer ce type de terme, il faut déjà oser au moins parler de la chose. Mais à gauche, on sait très bien que l'immigration, ça vous détruit, c'est extrêmement dangereux, ça fait de vous une proie. Donc on n'en parle plus. Michel, vous allez réagir là-dessus, mais c'est incroyable. C'est quand même l'ONU, donc, dans un rapport de 2000, qui dit migration de remplacement. Voilà. Est-ce une solution pour les populations en déclin et vieillissantes? Et c'est un rapport qui dit que oui, c'est plutôt une solution pour ces nations en déclin et vieillissantes. Et du coup, on a diabolisé ce terme de manière à ce que l'on ne puisse plus s'interroger factuellement sur les choses. Oui, moi j'ai lu chez les indigénistes un éloge du grand remplacement. Je confonds toujours Rokhaya Diallo et Houriya Boutelja. J'en profite pour dire que voilà, donc j'en profite pour dire que je vais rester prudent parce que la dernière fois j'ai prêté à l'une ce qui était à l'autre et je me suis trompé. Mais finalement c'est le discours indigéniste, peu importe le personnage. Mais il y a cette idée que ils disent mais le grand remplacement c'est nous. Ils disent c'est nous. Donc on se dit mais alors pourquoi est-ce que quand c'est Renaud Camus c'est l'extrême droite? D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse puisque je suis dans la récipiscence. J'avais dit de Renaud Camus qu'il avait fait savoir que les enfants d'immigrés étaient incapables de comprendre Racine, Corneille, etc. Il a fait savoir que c'était totalement faux, qu'il n'avait jamais dit ça, que ça courait sur le net, mais que lui n'avait jamais dit une chose pareille. Donc, on a eu un contact tous les deux et je lui ai présenté mes excuses parce que, de fait, il ne l'a pas dit. Mais il y a cette idée que si l'idée est juste, eh bien, elle est reprise. Enfin, si elle est juste quand elle est reprise par des gens de gauche, pourquoi est-ce qu'elle serait fausse quand elle serait reprise par des gens de droite? Quand quelqu'un de gauche dit le grand remplacement c'est nous, on dit formidable, tout ça c'est fantastique. Quand quelqu'un de droite ou qui n'est pas de gauche, comme Renaud Camus dit il y a un grand remplacement, on dit tout de suite fascisme. C'est-à-dire y a-t-il factuellement un grand remplacement, oui ou non? Voilà, c'est la question qu'il faut poser. Et alors, comme on n'est pas dans des logiques, on est dans des logiques civilisationnelles, je veux dire, on n'est pas dans des logiques de l'instant, on peut toujours dire, mais en 1993, voici les chiffres. Mais en 1997, voici tel autre chiffre. Et en 2003, voilà un troisième chiffre qui montre que vous avez totalement tort. Mais c'est le démographe à qui on doit poser cette question. Un démographe, c'est quelqu'un qui nous dit, mais dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Donc la question n'est pas de savoir si Houriya Boutelja a raison, si Renaud Camus a raison, si on peut parler de grand remplacement, si on a le droit d'en parler quand on est de gauche, si on n'a pas le droit d'en parler quand on est de droite. C'est de savoir, est-ce que les démographes nous disent qu'il y a un grand remplacement, oui ou non? Ils répondent oui. Ils répondent que dans 2 siècles, bien sûr qu'il y aura un grand remplacement. C'est tout simple, vous avez des hommes, vous avez des femmes, ils font des enfants, vous avez un taux de natalité, le taux de natalité, vous le calculez, vous faites une projection, vous avez une courbe, et on vous dit, bah oui, dans 30 ans, dans 50 ans, Céline a des chiffres que je n'ai pas en tête, mais... Alors après, il y a aussi, il faut compter sur le fait que ces populations, si elles s'intègrent bien, le taux de natalité baisse et rattrape celui des résidents. Donc les projections ne sont pas toujours aussi exponentielles que certains le disent, mais en tout cas, on va effectivement vers une solution, vers une situation démographique qui change. Voilà, mais la démographie est une science la démographie exacte, est ainsi. Et en tant que science exacte, elle dessert l'idéologie. Ouais. Donc, à partir du moment où vous dites, par exemple, Michel Tribala a été traîné dans la boue juste parce qu'elle a donné des chiffres en disant, moi je vous annonce le réel. On a dit fasciste, nazi, Marine Le Pen a dit, ah mais ces chiffres sont très intéressants. On dit, c'est bien la preuve que cette dame est une catastrophe, elle travaille avec nous à Front Populaire, elle fait un travail extrêmement intéressant, et cette espèce de délire de Jean-Jacques Rousseau qui dit, commençons par écarter les faits. Nous, à Front Populaire, notre souci, c'est commençons par revenir aux faits. Et plutôt que de dire, alors, droite ou pas droite, gauche ou pas gauche, grand remplacement, bien ou pas bien, bon ou pas mal, je like ou je nique le grand remplacement. On se dit, mais attendez, y a-t-il un grand remplacement? L'ONU dit oui, la démographie dit oui, les indigénistes disent oui, et quand Renaud Camus le dit, on dit, ah ben non, c'est un fasciste. Il y a juste un moment donné où on se dit, mais dans 50 ans, quid de la France? Dans 2 siècles, quid de l'Europe? Et si on demande aux démographes et qu'ils répondent à ces questions-là, ils nous disent, mais bien sûr qu'il y a un grand remplacement.
Ouais, Mais le démographe, il ne dira pas quelle société politique va naître de tout ça. Voilà. bien sûr. Et la vraie question civilisationnelle, c'est quelle société politique on fait naître. Absolument. Quelle civilisation émergera de tout cela? On sait de toute façon, ce qu'on peut ajouter, c'est que si on ajoute, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques, on n'a pas le droit de faire des statistiques Oui, religieuses. c'est compliqué le travail de démographe. C'est pour l'interdire. Ouais, Il est bien absolument. évident que ces interdictions-là, elles sont faites pour empêcher aux démographes de dire ce qui advient, ce qui a lieu véritablement. Parce qu'on ne passe pas non plus en termes de spiritualité. Mais l'effondrement du judéo-christianisme est évident. Il y a d'abord plus de catholiques. Les catholiques qui sont catholiques sont assez peu catholiques. Ils ne croient pas à la réincarnation, ils ne croient pas à la transsubstantiation, ils ne sont pas très au courant sur la nature du corps glorieux. Il ne faut pas avoir des débats théologiques avec les... Moi, j'ai des débats théologiques avec des prêtres traditionnalistes et ils sont haut de gamme parce qu'on peut y aller sur Jansénius, sur la grâce, sur Pascal, sur les provinciales, sur... Je suis pas sûr que le catholique de base soit très au point sur ces questions-là. Donc je pense qu'il y a un catholicisme qui s'est effondré, pendant qu'une spiritualité de substitution, on pourrait presque parler de grand remplacement spirituel, fait qu'effectivement vous avez une religion en pleine forme, qui est l'islam, avec effectivement des gens qui adhèrent à cette spiritualité, qui est une éthique rigoureuse, qui est aussi une vision du monde, qui est une politique également, et qui nous dit voilà ce qu'il faut manger. Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'est le passé, ce qu'est votre présent, ce qu'est votre avenir. Il y a ce qu'on appelle une sotériologie, c'est-à-dire un salut, une philosophie du salut, et puis en même temps une invitation à dire mais post-mortem il vous arrivera ceci ou cela. Donc c'était le travail de la religion judéo-chrétienne. Elle ne le fait plus. Le pape, on lui dit alors préservatif ou pas préservatif, mariage des prêtres ou pas mariage des prêtres, homosexuel toléré ou pas, mariage des divorcés. On ne lui pose que des questions de cette nature. Mais jadis le prêtre, il nous emmenait vers l'éternité. Plus personne ne faisant ça du côté chrétien, il est bien évident que quand l'islam s'empare de ces propositions, sotériologie, philosophie, morale, et puis éventuellement philosophie de l'avenir, eh bien on voit que effectivement le grand remplacement, il va concerner aussi les blocs de spiritualité, ou le bloc de spiritualité qu'était la civilisation judéo-chrétienne. Absolument, qui est encore majoritaire, mais sur le plan planétaire. Notamment grâce à l'Afrique et l'Amérique du Sud, qui pèsent beaucoup dans ce bloc-là. C'est ce qu'a compris le pape François, qui lâche l'Europe. Absolument. Il a lâché l'Europe en disant, lui son souci c'est la pérennité de l'Église, et il se dit, l'Europe c'est mort, on va aller plutôt voir du côté de la Chine, de l'Irak, il n'y était pas par hasard, les chrétiens d'Orient, et puis de l'Amérique du Sud où effectivement ils sont nombreux. Je signale une très bonne contribution d'Anne-Sophie Nogaret sur le sujet du pape François.